Vous avez compris? Oui, non, peut-être. Peut-être, madame, mais comment ça fonctionnait la société d'Ancien Régime? La société européenne du XVIIIe siècle est une société hiérarchisée, qui a hérité de la division en 3 ordres mise en place au Moyen Âge. L'appartenance à un ordre est déterminée par la naissance des individus. D'un autre côté, madame, ils n'avaient pas encore inventé l'ascenseur social. L'ordre le plus fermé est la noblesse, qui forme l'aristocratie. Le mot aristocrate vient d'aristos en grec, qui signifie le meilleur. Les membres de la noblesse sont les descendants de ceux qui combattaient au Moyen Âge. Ils sont une infime minorité. On les appelait les bellatores. Comme la chanson? Oh bellatores, oh bellatores, oh bellator, 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 tor, tor. Pas vraiment. La société du XVIIIe siècle est chrétienne. Les gens d'église, tels que les moines et les prêtres, appartiennent à un autre ordre, nommé clergé. Ce sont ceux qui prient, appelés les oratores au Moyen Âge. Et comme cela durait des heures, cela a donné le mot orodateur. Non, cela a donné le mot orateur. Ce n'est pas la même étymologie. Orodateur commence par un H, comme heure, tandis qu'orateur commence par un O. Les nobles et le clergé forment les ordres privilégiés. Cela signifie qu'ils bénéficient de privilèges, autrement dit d'avantages, par rapport au reste de la société. Parmi ces privilèges, l'un des plus significatifs au XVIIIe siècle est qu'ils ne travaillent pas. Madame, si je suis membre d'un ordre privilégié, je suis pas obligé de faire mon travail en histoire alors? Pour l'instant, tu finis ton travail en histoire. Autre privilège, ils ne sont pas soumis à l'impôt, car les nobles payaient l'impôt du sang en combattant durant le Moyen Âge. Mais madame, je paye l'impôt du sang, je suis de la noblesse de Fortnite, je peux ne pas faire le travail en histoire? Non, tu finis ton travail. Et le clergé priait pour le salut des hommes, la vie éternelle après la mort, ce qui était essentiel durant une période où l'espérance de vie était courte en raison des famines ou des épidémies telles que la peste. De ce fait, ces 2 ordres n'étaient assujettis à aucune redevance. Ils pouvaient donc regarder la télévision gratuitement. La télévision a été inventée au XXe siècle. Je sais que pour toi, elle appartient à un passé antédiluvien, mais c'est une invention récente en réalité. Donc non, les hommes et les femmes ne regardaient pas la télévision durant l'Ancien Régime. L'immense majorité de la population appartient au tiers-état. Ce sont ceux qui travaillent, les laboratores. Moi aussi j'ai un labradoresse, il s'appelle Kiki. Laboratores, pas labradores, de labor, le travail en latin. Et en plus, les laboratores payent l'impôt. Cependant, le tiers-état n'a pas vraiment d'unité sociale. Il comprend aussi bien le paysan soumis à un seigneur dans une campagne reculée de Normandie que le riche bourgeois, marchand de son état, qui vit à Bordeaux et s'enrichit en pratiquant le commerce atlantique par exemple. Ah ben ça je connais, c'est le commerce triangulaire, ou la traite des Noirs. Bien, très bien! Tu passes peut-être un peu trop de temps sur YouTube, toi. Mais même au sein de la bourgeoisie, il n'y a pas d'unité sociale. Ainsi, l'écart est immense entre d'une part le grand négociant qui a adopté un mode de vie très luxueux et qui ne se différencie des nobles que parce qu'il ne possède aucun titre, et d'autre part la petite bourgeoisie qui vit en ville, dans une certaine aisance, mais ne croule pas sous les richesses. Par ailleurs, Henri IV. Madame, Henri IV, c'est le Henri qui a gagné la 4e saison de Top Chef avec sa recette de la poule au pot? Henri IV, c'est un roi de France. En 1604, il a rendu possible, pour les plus riches membres du tiers-état, d'accéder à la noblesse, en leur permettant de transmettre la charge d'un office à leurs descendants. La charge d'office? J'ai rien compris. Je suis perdu là, madame. L'office était une charge administrative, qui donnait droit à des honneurs. Son détenteur était appelé un officier, non pas parce qu'il commandait des soldats, mais parce qu'il avait la charge d'un office. De ce fait, il bénéficiait d'un prestige, car il détenait une délégation du pouvoir royal, notaire ou juge par exemple. En outre, il pouvait, le cas échéant, accéder à la noblesse. Et donc arrêter de travailler sur le devoir d'histoire. Non, comme toi, ils adoraient faire leur devoir d'histoire. Ces membres du tiers-état, devenus ainsi nobles, appartenaient à la noblesse de robe. On les appelait des robins. Ils devenaient nobles et devaient porter une robe. La robe est en référence à la robe portée par celui qui exerçait la charge, par opposition à la noblesse ancienne, appelée noblesse d'épée, les bellatores, les combattants. Tu m'étonnes, pas facile de combattre en robe. Ensuite, le XVIIIe siècle est le siècle de l'essor de la bourgeoisie marchande, des négociants. Elle a construit sa fortune sur le commerce et les échanges avec les colonies. Le commerce triangulaire permet aux armateurs européens de s'enrichir et fait la fortune des grandes villes portuaires de la côte atlantique, comme Bordeaux ou Nantes, ce dont témoigne la série de tableaux de marine peints par Joseph Vernet, ayant répondu à la commande de Louis XV. Madame, vous avez vu, j'ai retenu. Bravo!
La grande bourgeoisie est très riche, instruite, car elle fait ses devoirs en histoire et géographie, et veut compter dans la société. Ce que son statut d'appartenance au tiers-état l'empêche de faire, car les membres du tiers-état n'ont que peu de droits et aucune influence politique. En fait, ils veulent faire comme les Gracques, qui ont infructueusement tenté de réformer le système romain au IIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, tout à fait. Mais comment sais-tu cela? Madame, j'écoute vos cours. C'est très bien. Cette grande bourgeoisie constitue une véritable élite et entend bien le demeurer, notamment grâce à l'instruction. Ainsi, les fils de bourgeois bénéficient d'un enseignement, avec un précepteur pour les plus jeunes, ensuite dans des collèges réputés. Comme notre collège? Mais madame, vous étiez déjà prof d'histoire à l'époque? Non, je n'étais pas déjà prof au XVIIIe siècle, je sais que je suis vieille, mais il y a des limites. La société d'Ancien Régime est donc tripartite, c'est-à-dire divisée en 3 ordres. La noblesse, le tiers-état et... Le clergé! Oui! Le clergé est l'ordre des représentants de la religion, car la société est chrétienne. Dans l'Europe occidentale du XVIIIe siècle, les chrétiens sont divisés entre 2 grandes obédiences religieuses, les catholiques et les protestants. Et les protestants, ils protestent? Les catholiques obéissent au pape, à Rome. Les protestants ont rejeté l'autorité du pape et pratiquent un christianisme davantage tourné vers la lecture individuelle de la Bible. Comme un petit plaisir solitaire. Dans le royaume de France, depuis Louis XIV, les protestants ont perdu la liberté de culte. Ces chrétiens, qui ne sont pas catholiques, sont minoritaires dans le royaume. En 1598, Henri IV, avec l'édit de Nantes, leur avait donné la possibilité de pratiquer librement leur religion dans le royaume. En fait, Louis XIV, c'est pas uniquement l'État, c'est aussi la religion. Petit-fils d'Henri IV, Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, c'est-à-dire qu'il l'a annulé en 1685 par l'édit de Fontainebleau. À partir de 1685, les protestants sont pourchassés par les dragons. Des dragons? Louis XIV, c'est Game of Thrones. Non, les dragons sont les soldats du roi. Les protestants sont contraints de se convertir ou de s'exiler. Le roi de France ne tolère pas qu'une autre religion coexiste avec la sienne. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Remettre en cause la foi catholique, c'est remettre en cause le roi lui-même. Ah ouais, c'est vraiment Game of Thrones. Le XVIIIe siècle est donc marqué par une organisation sociale figée, héritée des siècles passés, et par le poids de la religion. Ce sont des structures qui encadrent la société, mais qui ne correspondent plus forcément à la réalité vécue par les individus. Cette société en mutation, en transformation, C'est comme nous, les adolescents. Nous sommes en pleine mutation, transformation. si l'on veut. Donc, cette société en mutation, en transformation, et prisonnière d'un carcan ancien, a constitué un terreau permettant l'émergence d'idées nouvelles au XVIIIe siècle. Vous croyez vraiment que nous, vos élèves, on va permettre l'émergence d'idées nouvelles? Il n'appartient qu'à vous de faire émerger de nouvelles idées. Vous avez compris? Oui, non, peut-être. Oui,